Trébeuf, c'est une petite commune de Bretagne au sud de Rennes. Il y a bien sûr une rivière, un cours d'eau avec des poissons dont on connaît le nom, parfois même le prénom quand ils sont là depuis longtemps. La rivière, c'est le Semnon, et non loin de là, le moulin du Briand. Et on pourrait parler de la Belletière et du Chéneau, de l'ancien manoir du Clos Neuf et de la lande de Pussac. Et c'est encore le schiste du Nord et le grès du Sud. Puis c'est aussi l'autre Trébeuf, du côté du Haut-Verrion. Et puis surtout, il y a les gens, ouvriers ou paysans, retraités ou artisans. Les plus anciens ont des souvenirs et ils sont la mémoire. Ils connaissent leurs prés ou leurs outils. Ils transmettent leur savoir-faire et savent raconter leur terroir. Enfin, il y a des jeunes qui s'installent avec eux aussi leurs histoires et bientôt une autre mémoire. Certains travaillent à la ville et viennent au pays retrouver des racines. D'autres travaillent ici leur terre avec des passions parfois héritées de la tradition. Ce sont ces mémoires qui vont nous raconter cette histoire. On est ici à Trébeuf depuis 1975, à peu près. On a acheté cette maison, oui, en 1975, et puis on l'a habitée de temps en temps comme elle était. Alors, ça a été une grande stupéfaction parmi nos amis. Trébeuf. Pourquoi Trébeuf? Où c'est Trébeuf? Qu'est-ce que c'est? Alors d'abord, bon, Trébeuf, certains nous ont dit qu'est-ce que c'est que ce nom de plouc? Alors j'ai cherché dans l'étymologie et c'est pas du tout un nom de plouc du tout, c'est un vocable qui veut dire quelque chose. Tré, bien sûr, c'est la paroisse et par extension c'est le pays ou le village. Et bœuf, c'est pas du tout le mari de la vache, bœuf. Bœuf, c'est la racine bou, bœuf, beurre en hollandais qui veut dire paysan. Donc la traduction de Trébeuf, c'est le pays les paysans, sous-entendu vrais hommes, parce que dans l'histoire profonde des terres, seuls les paysans sont des vrais hommes. Ça veut dire Trébeuf, le pays des vrais hommes. Donc on est arrivé dans cet endroit-là qui prend d'un seul coup une sorte de nom mythique extrêmement large. Et on a commencé à étudier les histoires qui circulaient autour de Trébeuf. Les passeurs de feu, les rebouteux, les gens, il y avait une sorcière, tu te souviens, on l'a dit, c'est sorcière, cette brave dame, qui élevait des chèvres à 3 cornes au village d'Hercé-en-Lamé. Enfin, il y avait des tas d'histoires comme ça. Et puis finalement, on a pris petit à petit possession de l'environnement qui était très tranquille et qui se laissait aussi parfaitement apprivoiser. Ça, c'est très bien. Il y avait des petits renards, il y avait des lièvres, il y a plein d'oiseaux. C'était quelque chose d'absolument charmant. Si bien que tous nos amis nous disaient que nous avions trouvé un petit coin de paradis, bien que, en fait, ça n'a jamais payé de mine. C'était une maison très très simple, un ensemble de bâtiments de ferme très très simple. À Trébeuf, il y a une association de chasse communale, et dans les années 78, 80, on organisait des fêtes avec la maison de la culture. Donc la première fête qui a eu lieu, ça a été route de janvier, c'est ça, à la pelleterie, et il y avait une messe en plein air.
Et il y avait un méchoui sous chapiteau. Et on a fait cette fête-là pendant 5-6 ans qu'on a fait avec la Maison de la Culture. Et après, cette fête-là a eu lieu à l'étang communal. Et voilà, ça a disparu depuis. C'était Shérif Casnadar, qui habite à Trébeuf, qui était à la Maison de la Culture, qui était avec lui, et Francis Olivier. Il y a presque 50 ans, un peu moins, 49, j'ai été nommé directeur de la Maison de la Culture de Rennes. Et donc, nous habitions Paris, on est venu s'installer à Rennes. Et là, on s'est dit, pourquoi ne pas s'acheter quelque chose dans la région? Et donc, on a cherché dans les petites annonces. Et on n'a pas cherché longtemps. Je crois que c'est la deuxième annonce à laquelle on a répondu. Et nous sommes venus pour visiter avec notre petit chien. On venait d'acheter un chien qui était avec nous, qui était adorable, donc on l'emmenait. Et dans la voiture du notaire qui nous a amenés jusqu'ici, ce petit chien a vomi. Et on s'est dit, est-ce que c'est un bon signe ou un mauvais signe? Et c'était un bon signe. Et donc on s'est dit, bon, ben, on va peut-être voir quelque chose de très bien. Mais le fils du Pelle n'était pas très content que le chien ait vomi dans sa voiture. Et quand on est arrivé ici, bon, c'était un peu ce à quoi on rêvait, sans savoir vraiment ce que c'était. C'était isolé, spacieux, il y avait des bâtiments, et puis il y avait tout à faire. Il n'y avait rien. En fait, c'était très, très, très rudimentaire. Et donc, on s'est dit, bon, comme ça, on pourra faire quelque chose à notre goût, à un rythme tranquille, il n'y a pas d'urgence, on va faire quand on aura un peu de moyens, on fera une pièce, et puis une autre, et puis tranquillement. Voilà, et donc on s'est renseigné sur le prix, qui était tout à fait raisonnable, et on a conclu immédiatement. Et on est tout le temps qu'on était à Rennes, on est resté quand même 6 ans à Rennes, on ne venait que très rarement. Parce qu'on n'avait pas le temps, on était pris tout le temps. Les maisons de la culture, c'était jour et nuit, tous les jours de la semaine, il n'y a pas de week-end, etc. Donc on arrivait à passer quelques jours à Noël ou à Pâques, Mais on s'est dit, c'est quand même celui, il faut le faire vivre. Et comme on avait organisé un festival des arts traditionnels, avec des artistes qui venaient du monde entier, on s'est dit, pourquoi ne pas leur faire découvrir un peu la campagne bretonne. Et on a pris l'habitude, chaque fois, tous les ans, pendant le festival, de fréter un bus et d'amener une partie des artistes venir ici faire un pique-nique. Bon, les gens étaient très heureux et je crois qu'on gardait un souvenir assez bien de cette virée à la campagne, qui les changeait un peu de la ville. Et on a commencé à écouter les histoires qui circulaient autour de Trébeuf, dont cette histoire qu'on nous a racontée, une des premières, l'histoire de Marie Martin. Marie Martin, qui était une jeune femme du temps de la Révolution française et qui habitait Trébeuf. Son père était un propriétaire à Trébeuf et elle gardait ses vaches sur la lande, pas très loin d'ici, à 2 ou 3 kilomètres d'ici. Et un jour, viennent à sa rencontre un groupe de cavaliers, et c'était des chouans. C'était la période après la Révolution où ça luttait entre les pro-royalistes et les pro-républicains. Et elle devient la maîtresse d'un des chouans. Et puis, petit à petit, des circonstances difficiles arrivent dans la région. La garde républicaine arrête plusieurs paysans et en particulier la garde républicaine fait très très attention aux propriétés des gens qui sont dans la région de Trébeuf. Et ils finissent par arrêter un jeune chouan qui était l'amant de Marie Martin. Et au bout d'un moment, Marie Martin est bien obligée d'avouer à la garde républicaine de Rennes
que elle a donné l'endroit où se réfugiaient les Chouans dans la forêt de Théier. Alors tout de suite, la réplique n'a pas tardé à se faire sentir. Elle a été enlevée et puis attachée à la queue d'un cheval et traînée sur plusieurs kilomètres jusqu'à la forêt de Théier. Et là, les Chouans, pour se venger, l'ont tuée et l'ont pendue à un arbre. Mais toute cette histoire avait fait du bruit dans le canton et des gens des villages tout autour sont venus la dépendre et l'enterrer au pied du chêne de la forêt de Théier. Et puis l'histoire s'est répandue, cette pauvre jeune fille qui a été quand même torturée par les Chouans. Et puis une tombe est née, érigée par les soins des gens qui étaient dans le voisinage. Et depuis donc l'après-Révolution française, cette tombe est entretenue. Et on dit que des miracles ont lieu. C'est certainement la souffrance de cette jeune fille qui a ému les populations locales et qui fait que cette tombe concrétise un petit peu les souhaits des gens très simples qui veulent l'amour, la santé, la prospérité. De plus en plus, des lettres sont adressées à cette Marie Martin qu'on appelle Sainte Pataude. Patao, c'était paysan hein, en gallo. Et on demande maintenant le résultat pour des examens, pour des choses comme ça. Mais c'est un lieu qui est très célèbre dans la région hein, et qui, au moment des fêtes chrétiennes, est visité par pas mal de gens. Alors mon travail, c'est déjà la propreté de l'église, la propreté, et ensuite l'organisation quand il y a des cérémonies, bon. Et puis l'accueil des paroissiens quand il y a des enterrements et tout ça. Et puis ensuite une fois que tout est prêt, c'est remettre en place le nettoyage automatiquement, mettre l'église propre, puis sécurité, faire attention que rien n'est resté, et puis ensuite on ferme. Hein. Samuel, il a des choses qui sont encore plus compliquées que moi, que je vous ai pas expliqué. Le ravitaillement de tout ce qu'il faut pour l'église, c'est lui qui le fait. Là, ce matin, il est parti à Janzé chercher les feuilles de messe. Et il va en déposer. Et puis il rentre. Mais tous les vendredis, il fait ça. Le jour qu'il va pas le faire, c'est ça, moi. Que je travaille dans l'église, ça fait, je vais pas dire, ça fait peut-être depuis l'âge de 14 ans pour dire. J'ai fait ça 1 an et demi. Après, c'est mon beau-frère qui a pris ça. Et avant, c'était mon père. Bon, mon père. Après, ça a été un voisin. Oui, après, René Roger. René Roger. Après, moi, j'ai pris 1 an et demi. Et puis, j'ai laissé ça à mon beau-frère. Ça l'intéressait. Moi, Armand Minochet travaillait à Citroën et puis il prenait sa retraite. Et puis, quand il est parti, il m'a dit, je te laisse ça. Voilà. J'ai repris ça à 82 ans. Et puis, on a repris ça avec André Barré. Oui, et puis Roger, les deux. Oui. Quand j'ai repris ça, j'ai dit, je veux bien, mais je peux être tout seul. Voilà. À 82 ans, Et ils ont marché, lui, puis André Barré un certain temps, puis tout d'un coup, André Barré a eu des problèmes. Ils m'ont attelé. Et puis voilà, maintenant on est tous les deux en train de trotter. Et puis tous les deux maintenant, puis voir où ailleurs maintenant. On est un peu bancal l'un comme l'autre. Voilà. On prend le pense-bête de temps en temps, comme ça qui nous, remet en place. Heureusement qu'on a le pense-bête, parce que autrement... À ma retraite, je dis, tiens, je vais me proposer pour aller fleurir l'église, entretenir l'église, quoi. Il y avait plusieurs qui le faisaient à l'époque, mais ils étaient contents d'avoir des jeunes ou qui reprenaient, quoi. Donc, à la retraite, depuis l'âge de 60 ans,
Jusqu'à cette année, j'ai fleuri l'église. Pour les messes le dimanche, il y avait des messes tous les dimanches, c'était pas toujours moi, mais c'était souvent. Les mariages, les obsèques, tout. Et après, je étais un petit peu aussi pour faire préparer les obsèques. Donc on avait un curé qui était souvent dans le bourg, et donc qui rencontrait souvent une personne qui avait des chevaux, qui travaillait avec des chevaux, et ces chevaux-là, enfin cette personne-là passait souvent dans le bourg, et donc il s'arrêtait pratiquement tous les jours au café. Les chevaux étaient tout seuls au milieu de la place ou dans la rue, sans être attachés ni rien. Et un jour, le curé prend les chevaux et part pour ramener les chevaux. Et donc cette personne-là est sortie du café. Et forcément, souvent, quand il parlait, c'était bon Dieu, mille bons dieux. Et forcément, c'était mille bons dieux ce jour-là. Et le curé s'est arrêté et lui a dit Fernand, il n'y a pas mille bons dieux, mais il y en a qu'un. Voilà. Mon père a été conseiller et maire. Il a été maire de 61 à 71, je crois que c'est ça. Après, c'est Jean-Baptiste Chevrel qui a dû l'être. Il est décédé. Mon frère a pris ça 3 ans pour faire en attendant. Ouais. Avant la guerre, ou pendant la guerre, c'était un Frocrin qui était notaire, qui était maire. Et puis après lui, c'est Drouin, Julien Drouin, c'est passé maire. Et là, il a fait son mandat plusieurs mandats. Il a été jusqu'en 61. Donc, je suis arrivée à Trébeuf en 1979. Je me suis mariée avec un agriculteur de Trébeuf. Je suis devenue agricultrice. En 1989, Monsieur Jean-Baptiste Chevrel, maire depuis plusieurs années à Trébeuf, est venu me solliciter pour rentrer dans son équipe. Donc j'ai intégré l'équipe Jean-Baptiste. Nous étions 14 élus sur les 15 de sa liste. Le 15e, c'était Monsieur Jean Galoudet. Nous avons travaillé, malheureusement, en 1992. Monsieur Jean-Baptiste Chevrel est décédé. Il a fait un malaise à un bal de mariage. C'était le fils d'un de ses adjoints qui se mariait et Monsieur Jean-Baptiste Chevrel est décédé parmi ses administrés. Donc, à la suite de son décès, c'est Jean Paris, premier adjoint, qui est devenu maire de Trébeuf. Et Bruno Chevrel, le fils de Jean-Baptiste, a intégré l'équipe municipale, puisqu'il faut être conseil municipal complet pour élire un maire. Quand M. Chevrel était avant moi, il m'a demandé pour être sur sa liste, j'ai accepté. Mais c'était en 77, à l'époque. Puis j'ai toujours été jusqu'à la fin. Et quand il est décédé en 92, j'étais premier adjoint. Donc le conseil m'a désigné maire, quoi. À partir du 12 septembre 92 jusqu'en 1995. En 1995, Jean Paris a refusé de se représenter. Et l'équipe a été conduite par Henri Marquis. Mais Henri avait toujours dit, je mène l'équipe, mais je ne serai pas maire. En tant que commerçant, pas beaucoup de disponibilité, il préférait ne pas faire ça. Donc, on a une fois élu les élections municipales, on a réuni l'équipe. Et l'équipe m'a désigné. Annie, tu seras notre maire. T'as du temps de libre. T'es tout le temps à Trébeuf, puisque agricultrice sur Trébeuf. Et voilà. C'est ainsi que le 23 juin 1995, je suis devenue, à 38 ans, maire de Trébeuf.
J'ai passé 38 ans à la mairie de Trébeuf. J'ai connu 3 maires, donc Monsieur Chevrel de 1980 à 1992, Monsieur Paris de 1992 à 1995, Madame Houtel de 1995 à juin 2019, où je suis donc partie en retraite à 61 ans, parce que voilà, j'avais fait mon temps, j'avais accompli tout ce que j'avais à faire. Et maintenant, je peux dire que la retraite, c'est un beau métier. Dommage que ce soit le dernier. Et je m'occupe de mes petits-enfants, donc j'en ai un qui est pas bien vieux encore, donc voilà. Et puis aussi, je m'occupe à droite à gauche, je m'occupe de la paroisse un petit peu, ce qui est une autre activité. Et puis voilà. Le bourg de Trébeuf tel que je l'ai connu quand je suis rentré en 38, parce que je l'ai vu en 90, les années, à partir du mandat de Jean-Baptiste Chevrel, parce qu'il a vraiment fait bouger le bourg. Vraiment. Il a fait bouger la commune. Si bien la commune était la plus avancée du canton. Pour devenir après la plus petite. Bon, ça c'est autre chose. Et puis, donc à l'époque, il n'y avait point de trottoir. Il n'y avait que des caniveaux à peine pavés. Aussi bien qu'à l'hiver, l'eau descendait des caniveaux. Quand ça glaçait, de là où l'école, là-bas, jusqu'en bas, c'était la glissade jusque c'est solier, là-bas. Alors on se les astiquait par les gens, ils vont se conseiller pas. Ils avaient raison, les gens. Ils allaient vous conseiller pas. Mais on se rendait pas compte de ça. Alors en plus, l'eau chaussée, surtout quoi, des galoches avec des semelles en bois, avec les moyettes qu'on appelle sous des crampons, des moyettes. Alors, tu sais que sur la glace, ça grippait, hein. Je suis rentrée dans le conseil municipal en 1983, à ma grande surprise. C'est Jean-Baptiste Chevrel qui m'a demandé, qui m'a sollicité. Je pense que c'est par rapport à mon grand-père, Julien Drouin, qui était maire de la commune. Avec Madame Bonnier, on était les 2 premières femmes à Trébeuf. J'ai beaucoup apprécié les premières années. D'abord, j'ai découvert ce que c'était la vie communale, toutes les associations, etc. Et sans oublier les pots de l'amitié qu'on partageait après, qui avaient aussi autant d'importance que la réunion en elle-même. Je suis arrivée à une époque où on ne parlait plus de remembrement, qui avait eu lieu en 1976 et 1977. Mais c'était les grands projets, c'est-à-dire une salle de sport, l'assainissement et la mise en terre de tous les réseaux. C'était l'époque aussi, on faisait tout à la main, on écrivait les registres d'état civil à la main, les mandats où on faisait tout à la main, les budgets, tout était fait à la main. La machine d'écrire, il y en avait une, mais bon, c'était encore, on l'utilisait pas encore beaucoup. Si j'ai des bons souvenirs, l'ordinateur est arrivé en 1992 à la mairie, l'année où Monsieur Chevrel nous a quittés. Entre-temps, il y a eu vraiment la construction de la salle des sports, avec une inauguration par Monsieur Méhengri à l'époque. Il y a eu tout l'assainissement qui a été fait par tranche. Il y a eu 3 tranches, mais la première tranche était faite en relation avec la construction de la salle pour que tout puisse fonctionner en même temps. Mais bien sûr, cette période a été marquée par le décès de Monsieur Chevrel, le 25 juillet 1992. Ça a été vraiment la douche froide pour tout le monde, et puis beaucoup de travail, une réunion extraordinaire un dimanche après-midi pour préparer les obsèques. C'est l'un des mauvais souvenirs de toutes ces années que j'ai passées à la mairie. Ensuite, avec Monsieur Paris, il a fait 3 ans pour finir le mandat. Et là, on a aussi bien travaillé, et c'était l'aménagement du centre-bourg. Puis, Annie est arrivée en 1995, et ça a été donc beaucoup d'autres projets avec elle. Oui, j'étais au conseil municipal de 83 à 95. Ça se passait bien. On avait un bon maire et il y avait des bons conseillers autour. Et je suis rentré dans le conseil bizarrement. Un jour, j'ai vu Monsieur Marquis et Monsieur Jean Faucheux. Malheureusement, paix à leur âme, ils sont plus là. C'est des gens que j'estimais beaucoup. Et ils sont venus me voir, ils disent, tiens, on est passé par là, il dit, tiens, si tu veux nous payer un quoi, j'ai pas de problème, oui. Et puis, on discutait, tout. Ça durait un bon moment. Puis d'un coup, il dit, on a quelque chose à te demander. Il me dit, oui, on cherche des volontaires, mais pour rentrer dans le conseil. Ah, j'ai dit, non, alors là, non. Je dis, jamais j'ai pensé à ça, surtout pas.
Ah non, non, de toute façon, c'est même pas la peine. J'ai dit, je veux pas rentrer dans le conseil. Je dis, non, non, je vous félicite pour le boulot que vous faites, mais moi, ça m'intéresse pas. Jean Faucheux comme Henri, bah écoute, il faut qu'on trouve des gens comme toi, disponibles, tout, qui connaissent très bien. À la longue, bah, je me suis laissé faire. J'ai dit, bah, on verra bien. Je dis, je ne sais pas ce que je vais pouvoir vous apporter dans la commune de Trébeuf. Hein. Puis il dit, non, bah, t'es tracasse pas. Voilà, on est parti avec un petit peu le trac hein, quand même. Parce que franchement, je voyais pas ça du tout clair. Et puis, ben, je me suis bien intégré c'était super sympa. Mon grand-père, il était déjà dans le conseil. Et il a fait 40 ans de conseil municipal. De 26 ans à 66 jusqu'à sa mort. Il est décédé à 66 ans à l'époque. C'est comme ça. Et puis à l'époque, les conseillers, ils faisaient par eux-mêmes les routes et tout ça. On m'a raconté, mes parents, de ça. Les routes qui vient à l'atelier, là, qui vient du Bois de Jarre, là. Avec toute une équipe, ils faisaient une équipe, le conseiller du coin, et puis toute une équipe des fermiers du coin de l'époque, ils transportaient la pierre, parce qu'il n'y avait même pas trop de corrières, ils piochaient dans les champs où il y avait de la pierre, ils piochaient, puis ils empierraient, parce que c'est des chemins à l'époque, hein, des chemins de terre. Il empierrait, puis il avait fait la route, là, je me rappelle. Ah oui. Ah oui, mon père m'avait dit ça, c'est lui qui avait fait la route, là, avec des copains du coin, quoi. Ah oui. À l'époque, c'était ça, les conseillers, bon, ouais, ils l'aidaient pas mal, quoi. Hein, ils faisaient par eux-mêmes beaucoup aussi, hein, s'il y avait des choses à faire, quoi. Pendant l'IR 39-45, moi j'ai commencé l'école à Trébeuf. À l'époque, je sais pas si on allait pas avant 5 ans, je crois pas, parce qu'il n'y avait pas de maternelle, ça n'existait pas à l'époque. J'ai dû commencer l'école en 41, je pense. Donc j'étais à l'école libre, quand les Allemands étaient là, parce que les canons, les 2 canons des Allemands étaient sous le préau, l'école libre, route du sel. Et le matin, quand on arrive à l'école, ben, on les voyait ramoner les canons. Puis après, l'après-midi, ben, ils allaient faire des tirs à blanc dans le champ de la mairie, qu'on appelait à ce moment-là, c'était le champ de la mairie. On allait ramasser des douilles de fusils mitrailleurs, après l'école, quoi. Et c'est là que j'ai reçu un coup de botte dans le cul par un Allemand. Raust! En allemand, je pense que ça voulait dire fous le camp ou dégage. Mais j'ai dégagé aussi. Les Allemands, pendant la guerre, il y avait, je sais pas comment on appelait ça, une unité, une section, j'en sais rien. Je connais ça rien dedans. Il y avait des baraques, le parking du terrain des sports actuellement. Il y avait 2 baraques en bois qui avaient été construites pour les réfugiés à l'époque. Et puis après, les Allemands ils sont venus vivre là-dedans. Et après la guerre, quand la guerre était finie, il y avait des groupes d'Allemands qui étaient restés en prisonniers, quoi. Alors ces Allemands-là étaient employés par les municipalités pour les faire travailler sur la commune. Et puis en fin de compte, ben, quand j'étais tout jeune, je reviens là-dessus, et ben, la guerre est venue, quoi. Hein? Mais mon père, là, il a eu la chance, il n'est pas parti à la guerre. Ni mon grand-père non plus, je reviens même là-dessus, 14-18, hein, parce qu'il avait reçu un coup de pied de cheval dans le genou. Bon. On sait rien si c'est lui qui avait foutu un coup, ou c'est le cheval qui avait foutu un coup, j'en sais rien. Enfin, ça l'avait exempté de partir, vous comprenez, hein. Donc il n'avait pas fait la guerre 14-18, mon grand-père. Ouais, ouais. Voilà. Et après, ben, il y a eu la guerre 39-40. Ben, mon père, il a eu la chance, il n'a pas parti. Il a eu de la veine. Mais la guerre est venue quand même, parce que les Allemands, ils occupaient quand même, la France un petit peu partout, ils occupaient quand même, quoi. Hein. Alors, il me racontait, parce qu'il n'était pas parti à la guerre, mais il n'était pas tranquille quand même. Ça fait un peu comme l'Ukraine, qui se planquait dans les
sous-sol et dans les machins, dans les caves et tout. Alors, quand ils voyaient les avions, ma mère m'a raconté aussi, quand ils voyaient les avions bombardés, c'est-à-dire les Américains qui venaient chasser, qui sont venus nous libérer, quoi, qui venaient chasser les Allemands, alors ils commençaient par raser les têtes de cheminée, comme ça. Ils se baissaient, parce que il dit, si les Allemands sont là, on va bombarder, quoi. Hein, les Américains, c'était ça. Mais tu étais les civils qui se faisaient baiser comme le bon, hein, vous comprenez, hein. Alors il dit, je te prenais d'Anne Brassé, il avait fait un petit souterrain, dans le petit devant, chez toi, là, un petit souterrain avec des vieilles poules, des machins. Quand il voyait les avions qui, il dit, ils vont bombarder, non, il dit, je te prenais d'Anne Brassé, hein, puisque je t'ai en fin de compte, et j'allais dans le souterrain. Et puis, pour voir comment ça va se passer. Et puis, non, il n'avait pas bombardé, en fin de compte. Mais il avait bombardé au Pigeon Blanc, pour loin, une ferme, et puis il avait tout incendié la ferme, il avait tout foutu. Et ça dépend où ça les prenait de taper, quoi. Ouais. Là, prisonnier allemand, qu'on tirait de la pierre dans la carrière, là, juste devant ma maison, là. Et à l'époque, ils étaient prisonniers, et il y avait deux gars qui les gardaient à travailler avec le fusil. Et après, ils avaient malheureusement été presque pas déshabillés, mais il n'y avait plus de ceinturon, il n'y avait plus de lacets aux godasses, ni rien du tout. Hein. Ah, ils faisaient pas les braves là, à la fin de la guerre. Hein, oui, c'est comme ça. Et ils venaient manger des pommes de terre dans une maison qui est devant la maison là. Des pommes de terre dans la chaudière qu'on appelait, que ma mère cuisait pour les cochons, quoi, des pommes de terre. Ah oui, ça c'était en 45, quoi, fin de la guerre, quoi. Prisonnier de guerre. Ouais, la première vague des Allemands, c'était pas méchant. C'était l'armée régulière, quoi. Ils étaient comme nous, c'était. Ouais. Moi, j'ai vu un Allemand pleurer. Ouais, c'était la deuxième fois qu'il passait avec les fameux, SS, donc je sais pas pourquoi, qui se repliaient, ils se repliaient. Alors, j'étais chez mon père, et puis tout d'un coup, on en voit un pleurer. Là, tous les deux. Mon père là, il était là. On les a vus arriver. Mais à l'époque, il y avait, les arbres étaient plus bas, quoi. On a vu les chasseurs allemands arriver, et puis lui qui était devant, mais comme c'était un gros bombardier, et puis chargé de bombes, il était chargé de bombes. Donc il ne roulait pas vite, quoi. Alors ils ont eu facile de détruire. Et quand il était en feu, il était à peu près à l'angle comme ça, là, j'étais à peu près par là, à l'angle du mur. Alors de là à là, vous voyez, il s'est fait abattre. Et là, je vous dis, où qu'il est atterri là-bas à la Nouette en RC, les gens qui étaient là-bas, le village où il est tombé, n'ont pas vu le mitraillage, ils ne pouvaient pas le voir. C'est un peu plus loin, c'est trop loin, de distance. Et puis après, mon père, il dit, quand il a été en feu, l'avion, le bombardier, alors il dit, sortez de la maison, parce qu'il dit, s'il refait un tour en feu, il va venir s'atterrir sur la maison. Et on a été se cacher d'un petit chemin qui n'existe plus à l'heure actuelle, là, dans le bas du champ, là. À peine dans le bas du champ, là. Et il y avait des grands arbres comme ça, tiens. Mais on voyait pas le chemin. Parce qu'il était profond comme ça, et tout. On a été se cacher là-dedans, on a été toute la soirée, puis peut-être jusqu'à la nuit, je ne sais pas. Et puis on a entendu le boom de l'avion qui est tombé à la Nouette, là-bas. Il y a le voisin où les gens galaudaient maintenant. Il dit à mon père comme ça, quand il venait au puits, ah, il dit, les Allemands, il dit, ils sont planqués dans le bois là, ils nous espionnent, il dit, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Il dit, je vais aller voir, moi, il était un peu hardi, le bonhomme. Il dit, je vais aller voir. Bon, il prend une fourche comme ça. Ouais, il avait une fourche sur son dos, une fourche à fumier comme ça. Et puis il dit, je vais aller voir. Oh, mon père, il dit, c'est risqué quand même. Ah, il dit, si j'y vais, il dit, je vais y aller. Ah, il y fut. Hein, voir comme ça. Eh ben, les Allemands le virent. Qu'est-ce que vous cherchez? Ils l'ont possédé jusqu'à temps.
Eh ben, il a trouvé l'astuce, le bonhomme. Il s'est mis à étendre, parce que c'est des petits toits de fumier, c'était pour les œufs pendeurs et tout ça, qui étaient dans un champ. Quand il a trouvé des toits de fumier, il s'est mis à étendre le fumier. Mais sans ça, il dit, ça se serait mal passé pour lui. Il a repassé un seul quart d'heure. Parce qu'il les espionnait, vous comprenez, quoi. Il allait pour les espionner. Ah oui, après il regrettait. Mais heureusement qu'il se mit à étendre du fumier, il disait à l'époque, parce que ça va mal finir. Ah ouais. Moi, j'étais à l'école. Bon, je me rappellerai de ça. Puis là, la cloche, parce que la corde, elle descendait jusqu'en bas. C'était pour sonner l'Angélus. Il y avait en face un petit cordonnier. Là. Ben, tous les matins, midi et soir, il tirait sur la cloche pour sonner l'Angélus. Et puis, alors, on était à l'école, et puis tout d'un coup, brin, brin, brin. On était en récréation. Nous, on se perchait sur la grille. Qu'est-ce qu'il y a? Là, le curé qui descend, disons. Il va voir. Qu'est-ce qu'il voit? Le grand Félix, pendu à la corde. Et bang, et bang, et bang. Oh, il dit pas d'arrêter. Hein. Il va trouver le lieutenant. Le lieutenant qui habitait en face chez Maurice Henry. Alors, oh ben, le lieutenant descend, lui. Disons. Qu'est-ce qu'il voit? Le grand Félix en train de sonner, puis bourré au un coin. Alors là, il a arrêté de sonner quand il a vu le lieutenant. Ben oui, mais le secours, il y avait une prison au-dessus. La prison était au-dessus d'un poste maintenant. C'était une chambre et puis tout est bouclé. Là, le Félix en prison. La cloche arrêtée, bien sûr. Puis on a, mais c'est que 3 jours après, il a dit, il est parti. Et on a appris après qu'il était parti sur le front russe. Il avait fait honte à l'armée allemande. Là, ce qu'on avait appris après. Ouais, ça rigolait pas. Hein. Le grand Félix, avec sa cloche. Alors, mon mari est originaire de Trèbœuf, donc je connais un peu l'ancienneté. Et dans le temps, à Trèbœuf, il y a 50, 60 ans, il y avait presque un bar par maison. Quand j'ai été élu, il n'y en avait plus que 3. Bon, ben, dans le bourg, il y avait énormément de cafés, il y avait des commerces un petit peu partout dans le bourg. Je ne sais pas combien il y avait, mais il y avait une épicerie qui se trouvait où était Hervé, là. Et il y avait une épicerie sur la place de l'église, là-bas aussi. Il y avait une épicerie où est la poste, qui faisait épicerie et café, un petit peu. Et devant l'église, là où il y a donc le café maintenant, c'était un sabotier qui était là, et qui faisait café aussi. À côté, c'était une petite mercerie. Derrière où est la boucherie, là, c'était une mercerie aussi. Enfin, ils faisaient surtout des tricots, ils vendaient de la laine. Et il y avait café aussi. Et un peu plus loin, où qui était une maison à Guéjard, ben, c'était café aussi. Et lui, commerçant en grains. À côté, qui est à descendre, c'était Goulier, qui était, lui, il faisait des réparations de vélos. Alors au début, je faisais des remplacements dans les garages. J'ai des copains qui étaient mécaniciens un peu à l'ancienne, comme à Trèbœuf, par exemple, on avait 2 garages à Trèbœuf. Il y avait le garage Renault et le garage Ford en bas. Et ben j'ai appris la mécanique avec ces mécanos-là. C'était des anciens, et quand je débutais, je voulais des conseils. J'allais voir Mimile Gouillet, qui tenait le garage Renault là, et ben il était content, si tu veux, de donner des conseils à un jeune. Ben, il y avait quand même, je sais pas moi, 6 ou 7 cafés, des petits bistrots, vous savez. Ils vendaient la boulette de cidre, le machin comme ça, quoi. Oui, oui, à l'époque, quoi. Hein? Ah oui, oui. Ah oui, il y avait du commerce. Et à l'époque, c'était une grosse commune quand même. Ça devait être la plus grosse commune du canton, à l'époque. Ah oui, oui, oui.
plus grosse commune du canton. Ouais, avec ça, il y avait les commerces, oui, le café et tout ça, mais il y avait Bourlier, il y avait tout ça, quoi. Ah oui, il y avait mécano, il y avait charpentier, menuisier, si, il y avait, pour l'époque, après la guerre, il y en avait, hein. Ah oui. Quand je suis arrivé à Trébos en 38, il y avait 12 cafés, il y avait 4 chaudrons, un menuisier, 2 couvreurs, 2 garages, et un garage vélo à Goulet. Et puis une boulangerie qui était utilisée pour ainsi dire que par les gens du bourg, parce que la campagne étant Trébeuf est commune rurale, quoi. Alors les gens, chacun faisait son pain, tout le monde avait son four, un four mitoyen, et puis on n'allait jamais au pain à Trébeuf. Je me rappelle qu'il y avait un bar où il y a la boucherie, il y avait un bar plus bas là, mais c'était pas marqué bar, c'était juste une licence. Et donc je me rappelle toujours parce que c'était quand même assez, pour moi, assez bizarre, enfin bizarre, façon de parler, hein. C'est que dans chaque bar, tu avais les coins pour les femmes et le coin pour les hommes. Il y avait la poste qui était installée dans un local de l'école privée. L'école privée, il y avait 2 bâtiments. La salle des fêtes était petite. Elle a été refaite. On a agrandi. Mon plus grand regret, je dirais, ça a été la perte des services de proximité. D'abord le Crédit Agricole qui, sous prétexte de sécurité, a fermé sa permanence. Après, ça a été Crédit Mutuel, sous prétexte qu'il n'y avait pas assez d'activité. J'avais réussi à négocier, à garder le distributeur. Et ils l'ont démonté un jour, j'avais le double. La poste aussi. Elle a dit, Madame Boutel, on s'en va. J'ai dit, on s'en va. Alors la possibilité qu'on avait, c'était soit on faisait une agence postale communale, soit on faisait un point commerce. Moi, j'étais totalement opposé au point commerce. Pourquoi? Pour la confidentialité déjà. Et puis, je voulais pas que les gens se sentent obligés d'aller dans le commerce pour aller chercher leur recommandé. Donc, j'avais présenté ça au conseil municipal. Et juste dans le bourg, il y avait une maison qui se vendait. Nous l'avons achetée. Nous avons installé l'agence postale communale au rez-de-chaussée. Et à l'étage, nous avons fait un logement social. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il faudrait que les gens de Trébeuf cherchent quelle est la particularité architecturale du bourg de Trébeuf. Ça, c'est un point commun qu'ont plein de maisons et il faut le savoir. Donc, un petit peu de réflexion. Quand vous regardez l'ancienne boulangerie, quand vous regardez la maison en face, il y a une particularité à Trébeuf dans l'architecture. Si vous regardez, il y a plein de maisons qui ont des portes en angle ou des fenêtres en angle. C'est une particularité de notre commune. Je suis arrivé en Bretagne en 75, mars 75, pour un boulot de vacher et de remplacement dans un groupement d'employeurs. Mon métier, c'était vacher-pourcher, soins aux animaux, quand les patrons allaient en vacances ou se libéraient une journée pour faire autre chose, aller se promener, enfin faire ce qu'il avait à faire. Donc il prenait un vacher de remplacement et c'était un groupement d'employeurs et il était 13 patrons pour avoir un seul ouvrier à gérer. On avait un planning tous les 2 mois et ça se passait bien, hein, puisque j'ai fait 41 ans de service dans le même groupement. Et en 82, je suis arrivé à Trébeuf pour tenir le bar face à l'église. De 82 à 88, on a tenu le bar avec ma femme. Et de 88, je suis arrivé en janvier 88, je suis arrivé à la Tuilière, en campagne, à mi-chemin entre Trébeuf et Sonnières. Et ce qui m'a plu de prendre ici, c'était surtout d'avoir un peu de terrain pour avoir mes animaux. Parce que, étant de la campagne, j'aime bien rester dans ce milieu-là. Donc j'ai mes chevaux et mes moutons. Et ma basse-cour. J'ai grandi en face de la scierie du jeune Chanteux, qui était de l'autre côté de la route. Et
puis mon père était maçon, mais j'avais jamais les mains dans le ciment, j'étais toujours arrivé de l'autre côté, moi la scierie à bricoler dans les morceaux de bois, dans la sciure, voilà. La scierie, actuellement, c'est le parking du terrain de foot, parce que le terrain appartenait à la commune. Et Eugène Chanteux avait loué ça à la commune, et puis il avait monté sa scierie là. Il était scieur de bois et charpentier. Donc il débitait les arbres qu'il récupérait, parce qu'il travaillait beaucoup pour les agriculteurs à l'époque. Il prenait les arbres chez les agriculteurs, sur leur terre, il les débitait, et puis il faisait de la charpente avec ça, puis il montait les hangars après chez les gens. Et puis pour du particulier aussi, il débitait un peu de planches, et puis voilà quoi. Et en 93, je me suis installé comme artisan, menuisier ébéniste à Trébeuf. Donc ça fait quasiment 30 ans. On était toujours sur la route avant, et puis un jour, on s'est dit, on va trouver une maison en Bretagne, hein, et c'est mes parents bien sûr. Moi j'avais 5 ans. Donc. Et puis en fait, j'ai quand même souvenir qu'on avait été vachement bien accueillis. On était accueillis que par des bonnes gens, et en fait, c'est pour ça qu'on n'est jamais reparti. J'ai grandi à Trébeuf, je suis natif de Trébeuf, pas né à Trébeuf, mais natif de Trébeuf. Et mon père a été artisan maçon à Trébeuf, et puis fossoyeur également aussi. À cette époque-là, il y avait beaucoup de maçons qui étaient fossoyeurs. Il pouvait pas démarrer sa journée de boulot s'il avait pas fait son tour dès le matin de bonne heure, à 5-6 heures le matin, il faisait son tour dans le cimetière, regarder s'il y avait pas un pot de fleurs qui était tombé, un truc qui était dérangé. Il a fait ça après la guerre, donc de 1945 à 1988, 43 ans. Il en a remué des pelletés de terre dans le cimetière. Et tout était creusé à la main. Hein. De son vivant, il avait choisi une place dans le cimetière qui était à peu près centrée dans le cimetière. Il dit, c'est là que je veux être. À peu près dans le milieu de tous les gens que j'ai connus, que j'ai enterrés. Et puis, pour un petit peu surveiller encore, être là, quoi. Moi, personnellement, je suis né dans le bourg de Trébeuf. Et après, mes parents sont dû venir en 71 à La Belletière, puisqu'il avait acheté La Belletière en 71. En 81, on s'est installé, 82, on a séparé à ce moment-là la ferme en deux. Une partie pour moi, une partie qui est restée dans le nom de mon père. En 89, mon père m'a tout cédé, toute la ferme, toute l'exploitation. Et en 88, j'ai commencé à planter les pommiers sur 1 hectare. Et en 89, on a replanté 5 hectares. Et donc, de 94 à 2016, on a planté pour arriver à 16 hectares de pommiers. Je suis devenu un peu écolo à la suite du remembrement de Trébeuf, puisque j'ai vu le massacre, et c'est là que j'ai penché pour la nature. Et en 91, Geneviève, donc, elle est devenue ma compagne pendant un moment. Et elle m'a dit, Jean-Marc, on est dans la mauvaise voie. Donc on a passé en bio en certification en 2001 et on a arrêté la certification en 2016. Pourquoi on a arrêté le bio? Donc on avait ce qu'on appelle l'antonome du pommier. Et on avait un souci, on avait du mal à maîtriser ce béciol-là, ce parasite-là. Parce que ce parasite-là, il aime bien les bois. En fin de compte, nous on a le bois de la Couillère qui est juste à côté de chez nous, et ça amenait l'antonome. Il faut un produit chimique malheureusement pour maîtriser ce béciol-là. Et dans le même temps, on a acheté nos premiers essaims d'abeilles. Moi, j'aime bien les abeilles. Au tout départ, nos abeilles, l'intention c'était la pollinisation de nos pommiers. Sans abeilles, pas de pollinisation.
Donc, dans un premier temps, c'était réellement pour polliniser. Et après, est venu que le miel est venu avec les abeilles. Et on a fait du miel et on a commencé à commercialiser. Et maintenant, c'est Geneviève qui s'occupe de la partie commercialisation. Moi, je ne fais que de la production. Miel noir de pommier et de châtaignier avec un peu de ronce. Superbe année. Et voilà mon ami. Et là où qu'on était nous au Gros Chêne, là, eh ben, fallait descendre tout le chemin avec les jades, qu'on appelait ça des jades, où que le pain était dedans pour le faire cuire dans un four qui nous appartenait pas, qui était plus bas. À Bigandine qu'on l'appelait, cette bonne femme-là. Je sais pas si elle était veuve non plus, si elle était, mais ouais, c'était pas facile. Très, très spécial, mais enfin bon. Elle avait son four, et puis on allait cuire le pain là. Et le remonter après. D'un chemin creux, avec la bouette, tout ça dans la bouette, hein, descendre. Et puis, quelquefois, il y avait de l'eau et de la boue comme ça. Ça, c'était pas monter dans les beaux cars maintenant pour aller à l'école et tout, hein. Eh ben, pour aller à l'école de là-bas du Gros Chêne, nous, moi, je faisais, à travers champs, je sortais en face chez Gabriel Suard. Route de la Bosse, du Gros Chêne, par les champs, dans les routes, mais au printemps, là, quand les herbes sont hautes comme ça et tout, t'avais les cuisses toutes trempées, même toute la journée à l'école comme ça, tu te ressèches, tu te débrouilles. Hein. La musette sur le dos, casse-croûte dedans. Dans la campagne, je crois qu'on faisait son pain. On faisait des dizaines de pains à chaque fois. Et on pain. Des 10-12 livres, cuisés au four. Dans la même occasion, des fois, ils mettaient un poulet à rôtir dedans. Notre histoire à Trébeuf, elle commence en 80. Alors c'est une rencontre en fait avec deux personnes, alors pas de Trébeuf, mais des voisins plutôt, avec Eugène Aulnet et avec Jean Varambier. Et donc c'est la rencontre avec ces deux personnes qui nous a donné envie de nous installer dans le coin. C'est comme ça qu'on est arrivé nous, hein, par des rencontres. Eugène faisait le pain chez lui, ça nous a ébloui, ça nous a émerveillés. Et c'est comme ça qu'on a, voilà, comme en plus on cherchait une activité à faire ici ensemble, voilà, c'est comme ça que l'idée du pain est arrivée. Et au départ, c'était plus même faire le pain pour nous, pour notre famille. Et puis, ce sont des rencontres de gens qui avaient créé ce qu'ils appelaient des boulanges, qui étaient des associations. Et c'était quelque chose de tout nouveau un peu. Et on s'est dit, c'est-à-dire on a commencé à faire, avant de retaper la maison, avant de faire quoi que ce soit, on a commencé par monter un four à pain. C'est la première chose qu'on a faite. Et puis quand on a commencé à faire du pain, ben il y a des amis, des voisins qui nous ont demandé, mais vous faites du pain, vous pourriez pas nous faire un pain? Donc ben oui, pourquoi pas. Et puis on a rencontré ces gens qui avaient créé une association. Donc on s'est dit ben oui, on pourrait aussi faire du pain, une association, mais c'est venu tout seul. On n'y avait pas pensé, ça s'est présenté naturellement, quoi. Oui, c'est ça. Tout nous a été offert. On a commencé à faire du pain et à proposer du pain à une époque où il n'y avait aucune offre pour faire du pain. Donc, on n'a jamais eu à chercher des amis qui deviennent des clients, des choses comme ça. C'est plutôt, il y a eu une demande très vite d'amis, de personnes du coin qui voulaient manger du pain au levain naturel avec des farines biologiques.
donc en plus pétri à la main. Enfin, donc c'était, on a eu cette chance-là vraiment d'être dans ce créneau-là, quoi, mais sans qu'on l'ait cherché. Hein, ça Et s'est présenté. Eugène Honnête, qui était très visionnaire, disait toujours, mais vous verrez, on reviendra, on y reviendra au pain, on y reviendra. Et lui-même avait repris le pain à une époque où il l'avait même fait en cachette, parce que faire du pain, c'était devenu complètement ringard. C'était les attardés qui faisaient du pain. Et lui avait bien compris que la valeur, le symbole du pain, la symbolique. Mais bon, sur beaucoup de sujets, il a été visionnaire et il a compris plein de choses avant tout le monde. Et du coup, ce qui était intéressant, c'est que ça créait un lieu de rencontre. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui se sont rencontrés grâce au pain et grâce à la boulange. Ou de retrouvailles. Ou de retrouvailles aussi. Et puis un lieu d'information, parce qu'on avait une table où on mettait des informations sur tous les sujets qui pouvaient intéresser les uns et les autres. Et c'est vrai que le jeudi soir et le vendredi soir, c'était des moments très riches d'échanges, en tout cas, de rencontres. On a proposé au Resto du Cœur de leur faire une fournée par semaine qui serait distribuée au Resto du Cœur. C'était une goutte d'eau, hein, mais ça permettait quand même ça. Donc il y avait des amis qui étaient plus proches de Rennes, qui venaient chercher, puis qui apportaient le pain au Resto du Cœur. Et nous, dans notre fonctionnement associatif de la boulange, comme c'est on chauffait, on cuisait le pain dans le four extérieur, qui est un four qui est chauffé au fagot. L'hiver, on avait besoin de faire des fagots, donc très vite, on a proposé aux amis de la boulange de venir faire des journées des après-midi de fagots pendant l'hiver, en général en février. Et puis en février, le dernier samedi de février, chaque année, on s'est mis à faire une après-midi fabrication de fagots, et on terminait le soir en faisant une fête ouverte à tout le monde, gratuite totalement, et où les bénéfices de la buvette allaient au Resto du Cœur de Rennes. Et chaque année, on proposait à cette soirée-là en premier temps un concert, un spectacle. Donc on a eu des troupes de théâtre, on a eu des conteurs, des conteuses, on a eu plein de choses. Et ensuite un fest-noz. Et ce qui était merveilleux, c'est que tout le monde venait bénévolement. Et les gens qui venaient bénévolement en plus payaient leurs boissons pour les Restos du Cœur. Enfin, il y avait une ambiance extraordinaire et on a eu la chance de vivre ça. Alors, ça s'est fait, nous, on a organisé ça principalement avec la famille Varambier, avec quelques amis aussi du coin et avec beaucoup d'amis musiciens par connaissance et tout. Et c'est vrai qu'il y a eu toujours une réponse extraordinaire de tous les gens du spectacle pour soutenir les Restos du Cœur. Ça a été vraiment quelque chose de très très fort. Hein. Jean-François, il était déjà dans cette association-là pour les Restos du Cœur. Nous, on a toujours soutenu Coluche, en fait. Hein, mon père, c'était Coluche, c'était une pointure, et on a toujours participé quand même, voilà, sans plus, mais on participait par nous-mêmes. Et puis un jour, Jean-François, il nous parle de tout ça avec Catherine et tout, et puis il dit voilà, on fait une fournée de pain de temps en temps pour les Restos du Cœur à Rennes. Et puis je me suis dit tiens, pourquoi on lancerait pas un fest-noz dans notre commune à Trébeuf au profit des Restos du Cœur. Et quand j'ai lancé le truc, en fait, tous les musiciens ils ont dit Serge, automatiquement pour les Restos du Cœur, nous on vient bénévolement. Et on arrivait à avoir tous les ans un peu différemment, mais une dizaine de groupes de musiciens qui venaient bénévolement pour les Restos du Cœur. Et ça continuait, on a fait 1 an, 2 ans, 3 ans, et on a fait quand même pas loin de 30 ans. Toujours au mois de février. Voilà. Je suis venue à 6 ans à l'école, pas avant. On venait à pied à ce moment-là. Ça nous faisait 3 kilomètres à faire à pied. Le premier jour que je suis arrivée, c'est mes 2 frères qui m'ont amené. C'était pour les parents à l'époque, parce qu'ils n'avaient pas de voiture, donc ils m'ont dit tu vas t'asseoir sur le petit banc sous le préau là, et puis voilà. Donc je suis venue là à l'école, et l'école où je suis allée, c'est où est mon garage là. C'est la première classe là. Et après on avait une deuxième classe qui était la grande classe qu'on appelait.
Il y avait l'école des filles ici, l'école des garçons qui se trouvait sur où est l'école maintenant. Et puis l'école publique qui était à côté de la mairie. Alors ça faisait une différence, les filles étaient d'un côté et les garçons de l'autre. J'ai un souvenir de quand on était jeune, il y avait 2 écoles à Trébeuf. Il y avait l'école des filles, l'école des garçons, mais tout ça c'était l'école privée, plus l'école publique qui était là où aujourd'hui il y a le centre de loisirs. Et cette école a été fermée, je crois, et désaffectée en 1974. Voilà. Mais quand moi j'ai commencé à la mairie, il y avait une pièce qui était restée comme ça et qui servait de cantine à l'époque pour les enfants, parce qu'ils mangeaient, c'est les instituteurs qui faisaient à manger, ou la femme de l'instituteur qui faisait à manger. Mais ça, c'est un peu plus vieux que nous, parce que c'est des souvenirs que papa nous a racontés quand il était à l'école à Trébeuf. J'ai été directrice de l'école privée des filles, qui s'appelait pas Sainte-Catherine, mais donc était l'école religieuse, route d'Hercé, dès l'année 1988. Au départ, les conditions étaient un petit peu difficiles parce qu'il a fallu, il n'y avait pas assez d'effectifs pour maintenir les 4 classes, donc j'ai dû aller à la pêche aux enfants de 2 ans pour que le jour de la rentrée, lors du passage de l'inspecteur, il y ait assez d'élèves. Donc heureusement, il y a eu beaucoup d'inscriptions inattendues et les 4 classes ont été maintenues. La 4e classe a été réouverte au bout de 15 jours. Les conditions matérielles n'ont rien à voir à ce qu'on a connu maintenant. C'était des classes préfabriquées. Le chauffage, encore, c'est le chauffage au fioul, mais les toilettes sèches au fond de la cour. Et les enfants de participer au ménage. Moi, j'ai eu mon premier vélo à 18 ans. Avant, c'était à pied toujours. Et puis, quand on était jeunes gens, jeunes filles, ben, on se déplaçait à vélo, mais on n'allait pas loin. Et à l'époque, eh bien, on était dans un village à Lossac, c'était un village où on s'entendait très bien. Les jeunes garçons, ils se retrouvaient ensemble. Ils se distrayaient à leur façon avec des vélos et des choses comme ça. Nous, les filles, on restait à la maison à lire, parce qu'on ne sortait pas beaucoup à l'époque. On avait le droit d'aller à la foire de Janzé, c'était 2 fois par an, au mois d'avril, au mois d'octobre. Là, les parents nous laissaient aller à la foire, il y avait un petit bal, on avait le droit d'aller danser un petit peu, mais rentrer 2 jours, forcément. Le dimanche, on sortait pas beaucoup. Si, quand on était jeune, il y avait des kermesses, on allait aux kermesses. Et à cette époque-là, ici, eh ben, toutes les fêtes, Sainte-Marie ou Saint-Constant ou Saint-Bernard ou Saint-Machin, on n'en loupait pas une. Et ils passaient tous. Une bonne soirée, quoi. Ah, la bolée, ou tu... le cidre, les bolets de cidre. Oh, il n'a été bu ici, hein, je vais vous le dire. Parce que mon père, c'était un bon cultivateur, comme tout le monde, mais il aimait bien faire du bon cidre. Parce que il y en avait qui avaient du cidre, mais tu sais, du vinaigre, bateau, hein, ou de l'huile. Il y avait des interclochers à la kermesse, donc ça se passait entre 2 communes, c'était Trébeuf, Le Sel, Trébeuf, Saunière, et les kermesses. Alors il y avait, si c'était par exemple Trébeuf, Saunière, alors quand il y avait la kermesse des écoles, il y avait des jeux qui étaient organisés entre les 2 communes, hein, souvent tir à la corde, des courses au sac à patates là, et puis des jeux sur la piscine, hein, enfin des piscines qui étaient faites avec des bottes de paille et de la bâche. Et le match retour avait lieu dans l'autre commune 8 jours ou 15 jours après, quoi. Et ça a duré je sais pas combien d'années, mais par contre il y avait énormément de gens à la kermesse, et il y avait pas que les parents ou les grands-parents, il y avait tous les gens de la commune qui venaient à la kermesse. Déjà dans la semaine, il y avait plusieurs groupes qui passaient en campagne récupérer des œufs, des poules, du sucre, et donc c'était la fête de la commune, hein. Donc quand nous étions à Rennes, j'avais proposé à la ville de Trébeuf de faire venir
une ou deux ou trois troupes du Festival des arts traditionnels qu'on présentait à Rennes. Et une année, nous avons organisé la venue de ces troupes. Et on a fait une fête, une grande fête dans la ville de Trébeuf, laquelle la population a participé. Et malheureusement, on n'a pas continué, parce que l'année d'après, j'ai quitté, on a été à Paris, etc. Et c'est dommage, j'ai toujours regretté qu'il n'y ait pas à Trébeuf des fêtes de ce genre, puisqu'il y avait un potentiel d'accueil de ces artistes qui étaient venus d'un peu partout dans le monde, tout ça. Et alors, en revanche, ce que l'on faisait aussi à cette époque, c'est tous les ans, on faisait une petite soirée d'adieu aux artistes et à tous les collaborateurs du festival qui avait lieu à Rennes. Et on invitait, bien sûr, beaucoup de gens. C'est ainsi que, par exemple, les maires successifs de Rennes sont venus ici, ainsi que Pierre Méhaignerie, qui était président du conseil, et qui sont devenus un peu des habitués de ces soirées qui avaient lieu là où nous sommes actuellement. Et ça a créé une certaine animation, et je crois que c'était important de faire connaître Trébeuf comme un peu un cœur qui pourrait être battant, je dirais, de la culture et de l'accueil des cultures du monde. Alors, malgré le monde rural de l'époque, puisque les gens n'avaient pas de voiture, ne pouvaient pas se déplacer, n'allaient pas au théâtre, il y avait quand même des animations culturelles qui étaient gérées par les prêtres de la paroisse. Quand j'étais ado, j'ai pu bénéficier, j'ai fait partie du club des jeunes qui s'appelait La Joie de Vivre. Donc, grâce aux prêtres, on a pu faire des activités sportives, le volley, des activités culturelles, le chant et le théâtre. Les deux prêtres, il y en a un, particulièrement l'abbé Charles de Mion, qui a mis en place une troupe théâtrale avec les jeunes de la Couillère. Et grâce à ça, on a fait des représentations de danse, de spectacles musicaux, tels que le carnaval des animaux. Donc, les gens de Trébeuf, des gens de tout âge, qui sont plus ce monde, ont pu jouer des pièces de théâtre. Notamment, il y a eu le Malade imaginaire, La poudre aux yeux, et j'en ai oublié. Ce moment de la pièce de théâtre qui était jouée avant Noël était vraiment un moment très attendu. Alors, cette année-là, en 1975, il y a eu en plus une élection de Miss Trébeuf. À ma grande surprise, j'ai été élue deuxième dauphine. Et on a pu défiler dans un char, entre guillemets, un tracteur, dans le bourg de Trébeuf. À l'époque, il y avait le comité des fêtes qui faisait des courses cyclistes. Ça a été point fort, ça, de Trébeuf à l'époque, dans les années 80-90. Et la fête locale, c'était les premiers jours de septembre, c'était juste avant la rentrée scolaire à peu près. Et c'était une belle fête, il y avait la course cycliste, des autotamponneuses, différents manèges qu'il y avait pour les enfants, tout ça. Et ça durait jusqu'au lundi soir. Il y avait de l'animation à cette époque-là, il y avait trois cafés autour de l'église. Et puis ça commençait dès le vendredi soir, ça y est, les gens commençaient à bouger, à aller boire le coup, jouer au flipper, au baby. Puis moi j'étais jeune ado à cette époque-là, on voyait du monde, quoi. Puis on voyait des gens qui étaient un peu plus âgés et puis qui faisaient un peu la fête par là, dans le bourg, quoi. Notre particularité géographique, avec nos 600 hectares qui sont détachés complètement du bourg, de la partie principale de Trébeuf, ce qu'on appelle l'enclave. Et les gens, c'est vrai que beaucoup de personnes ne savent pas et sans doute n'ont jamais mis les pieds dans le Bas-Trébeuf, mais c'est un endroit très agréable. Et surtout, si vous vous promenez vers un village qui s'appelle le Haut-Verrion, vous avez une vue sur la vallée du Semnon. Vous voyez de Guy-Primessac, Bain de Bretagne, Erson-Lamé, vous allez voir jusqu'à Soulvache. Là, vous avez un panorama exceptionnel. Quand j'étais jeune avec lui, hop là, on arrivait
on mangeait en vitesse, parce que je venais manger ici, et puis allez, une demi-heure à manger, puis allez sur le terrain de football, et puis que je te cogne dans le ballon, et puis allez, hop. Toujours le ballon. Jusqu'à 19 ans, toujours le ballon. À 19 ans, les chevilles ont lâché, et les genoux. Alors là, il a fallu arrêter le football. C'est là que je commençais à aller voir une fille qui est celle-là. Tiens, j'ai la photo des cloches des 20 ans, c'était la seule fille. Vous voulez voir la photo? Hein? La seule fille qui était des cloches. Ah, j'ai dit, je m'en fous. Et j'étais dans le bois très bœuf. Ah, je l'ai dans mon sac. Cette photo-là, je l'ai. Ah oui, je n'ai que cette là, j'ai pas la photo du groupe. Donc mon père, il avait, après une fois qu'on s'était aménagé à la maison, il avait eu une estafette. Et puis, dans le temps, les ceintures de sécurité, les sièges, c'était pas affolé, hein. Et en fait, il faisait le tour pour les anciens pour aller à la messe. Il faisait taxi, bénévole, quoi, c'est pas de le dire. Et il passait avec des estafettes. Et puis donc, il descendait chez Madame Perrin. Et j'ai toujours le souvenir, ils avaient leur chaise. Ils attendaient le père qui arrivait. Ils avaient leur chaise pour monter dans le véhicule pour s'asseoir. Après, ils descendaient au Pertuis. Donc, ils allaient chez Madame Guibert, hein, qui était là. Ils la prenaient, ils remontaient. Après, ils reprenaient à gauche, ils passaient devant chez Hurel. Et il y avait la Bertine, qui s'appelait Madame Marcelier. Et donc, et puis Clémentine, c'était sa sœur qui habitait juste la maison plus loin. Donc, ils avaient tous une chaise. Et le père, il arrêtait, hop, il montait dans le véhicule. Et hop, il emmenait tout le monde à la messe. Et après, hop, c'était le retour. Alors le retour, c'était quand même un peu la fête, parce qu'il fallait boire un coup partout. Première maison, un arrêt, tout le monde descendait, bu un coup. Hop, l'autre maison, tout le monde descendait, bu un coup. Hop, et hop, ça allait. Et puis tu rentrais, il était 2h30 l'après-midi. Et puis voilà, tout le monde était content de ce dimanche. J'ai un petit cahier, quoi, de raconter ma vie. Enfin, notre vie quand on était jeune. Je leur raconte ça, je leur ai fait voir ça. Mais ils n'en reviennent pas quand même, hein, parce qu'avant, ils nous posaient des questions. Ils disent, mais qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez jeune? Vous regardiez la télé? On dit, on pouvait pas regarder la télé, on n'avait pas le courant. On n'avait pas d'électricité. On a eu l'électricité en 53. On n'avait pas d'électricité, hein. Donc, on pouvait pas avoir de moderne. On n'avait qu'une lampe à pétrole ou des choses comme ça. Quand l'électricité est arrivée, premier achat que les parents ont fait, c'est le poste de radio. Ah ben, une chose qu'on ne connaissait pas. On avait vraiment entendu ça. On était émerveillés, écouter le poste. Oh, t'es si vous écoutez. On est Jean-Marc et Anne. On habite à la Ganchère, sur la route de Saulnières, parce que personne ne connaît. Et il y a deux Ganchères. Donc il y a la Ganchère Vendoute et il y a une petite Ganchère. Voilà. Nous sommes arrivés en Bretagne en 1989. Hein, c'est 2 siècles après la Révolution française. Et ici à Trébeuf en 93. Et l'arrivée ici s'est fait d'une manière un peu curieuse, hein, parce que on a cherché beaucoup de maisons. Et il y avait à ce moment-là, c'est quand même ça, faut quand même le rappeler, parce que c'était une période où il y avait une frontière des 20 km et c'était un déclin démographique. C'est-à-dire que les communes perdaient leurs habitants, plus d'écoles, plus aussi, enfin tout le phénomène. Et ici, on était dans une zone qui était classée européenne 5B. C'est une des plus pauvres d'Europe. Hein. C'était sur ce territoire-là particulièrement. Donc ça, c'est quand même pas inintéressant de rappeler ça. Ce qui signifiait aussi qu'il y avait la distance des 20 km à Rennes. Ça veut dire qu'au-delà de 20 km, les gens ne passaient pas l'étape, ce qui fait qu'on a trouvé la maison la plus agréable, la moins chère. Le premier contact en 93, ça a été
un monsieur sur un tracteur qui est venu faire l'accueil ici de Trébeuf pour les nouveaux venus. C'était Jean Racapé, hein, et qui est une figure qui était une figure remarquable, avec laquelle on a eu beaucoup d'amitié très vite, tout de suite. Et c'est la première fois que moi je voyais une ferme en plein cœur de ville, à côté de l'église. Donc il y a eu toute la période d'activité que j'ai eue pendant 10 ans. Et puis, ce lien avec la mairie, je m'en rappellerai toujours. Annie Moutel, de temps en temps, me disait bah, « Tu t'engages pas dans le milieu associatif, c'est pas bien. » Et j'ai dit « Comment tu veux que je m'engage? Je pars le matin à 8h, je rentre le soir à 21h, je suis d'astreinte les week-ends. » Je dis « Moi, si je veux m'engager, je m'engagerai si vraiment j'ai du temps. » Donc un jour, je lui ai dit, je me reverrai toujours dans le secrétariat de la mairie, je lui ai dit, quand je serai à la retraite, je te promets, je m'engage. Elle m'a dit, tu t'engageras où? Ah ben je dis à la bibliothèque, parce que moi j'adore les livres. Bon. Et effectivement, quand j'étais en retraite au mois de septembre, et peut-être 10 jours après que je sois en retraite, je vais au bourg, je sais plus, peut-être chercher du pain à la petite épicerie, enfin bon. Et je la croise, elle me dit, t'es en retraite? Je dis oui. Elle me dit, la semaine prochaine, t'es à la bibliothèque. L'histoire de cette maison est assez particulière, hein, parce que, comme tout jeune qui démarre dans la vie, on n'avait pas d'argent, et on voulait construire pour accueillir la nouvelle mariée, parce qu'à cette époque-là, on dormait dans le lit de coin, dans la cuisine, et les parents avaient une chambre. Donc, amener la mariée dans ces conditions-là, c'était un peu compliqué. Alors, on a cherché une solution pour construire une maison, ça coûtait cher, et j'avais un copain qui est architecte et qui lui me dit ah mais tu sais je viens de faire une maison dont l'idée vient du parc de Versailles, pavillon français. Tu connais? Je dis oh j'ai visité Versailles avec l'école mais le pavillon français je sais même pas ce que c'est. Et à l'époque il n'y avait pas internet et tout ça pour se documenter. Donc il me dit mais je vais t'envoyer l'esquisse que j'ai fait pour construire dans le parc de Chambord. Donc on se dit que ça allait être ça. Alors on a donc déposé un permis de construire avec les plans qui étaient là-bas. Et là ça a été une grande histoire qui a commencé, parce que pas de maison comme ça, parce qu'à cette époque-là il fallait faire des toits à 45 degrés avec du granit si possible. Donc on ne veut une maison comme ça en Bretagne, c'est pas possible. Maintenant on fait ce qu'on veut, et en terrasse il y en avait pas à part en ville. Des terrasses en ville il y en avait, mais en campagne surtout pas. Donc le permis que m'avait signé Jean-Baptiste Chevrel, lui il n'y voyait pas d'inconvénient, sauf que quand c'est arrivé en haut à Rennes là-bas c'était pas possible. Et là moi j'ai eu beaucoup de chance. Donc normalement on devait s'installer au Sel de Bretagne. Et on avait rénové pour ça. Et puis jusqu'au jour où ton papy, il est venu nous voir alors qu'il était pas venu du tout pendant les travaux. Et puis il a dit bah Pierre, tu te débrouilles bien, tu te débrouilles bien quand même à restaurer la maison et tout. Bah tu ferais mieux de retaper la remise, l'écurie, tu vois, c'était ça. Et puis qui était ici du coup. Qui était ici. Donc en fait notre maison c'est sa remise, son écurie. Mais moi, je venais régulièrement et sans faire attention qu'il y avait un bâtiment en fait devant chez lui, parce qu'il était tellement sous les ronces et on n'avait même pas trop fait gaffe à ça. Et puis c'est vrai que quand il avait dit bah moi si ça vous intéresse, c'est là que vous pourriez rénover ça quoi. Bah, du coup on est venu là en sachant que bah papa est agriculteur donc il avait les terrains ici, on pouvait se dire on prend un petit peu le terrain qu'on veut. Et donc on s'est dit bah allez hop, on y va direct. Moi je suis du centre de Trébeuf. Et toi t'étais sur la rocade hein, quand même.
Elle bat Trébeuf, à Pussac. Et du coup, on Et s'est du coup, pas c'était pas les mêmes rencontrés. vies, mine de rien, entre le Bah Bas non. Trébeuf et le Bas C'est vrai. Trébeuf. Parce que Et nous, moi, on avait plus, on allait sur Bain de Bretagne, RC étant RC, petit à l'école, petit. après Bain. Et moi, Toi, c'était ici, plutôt. c'était plus Jonzé, ouais. Bah, moi, ouais, et puis le primaire, c'était nos filles, elles sont quoi maintenant, donc c'est ça qui est chouette. On a toujours habité à Trébeuf, ça c'est vrai. Mais on est sortis pour travailler. Moi, je suis partie sur Rennes. J'ai pris la Micheline à Janzé tous les jours pendant 17 ans, quand même. Bah moi, j'ai Pas aller pas allé loin loin non plus, parce que mais... j'ai été travailler pendant une quinzaine d'années à la Carrière, à Jonzé, là. Et puis on s'est, chacun, l'un après l'autre finalement, mais on a eu cet élan de revenir à quelque chose qui a du sens. Au début, on a cherché ailleurs. On s'est dit, Oui, c'est vrai. Trébeuf, en soi, on est en campagne, ça va être compliqué De se faire connaître, de faire une activité. On n'avait pas spécialement trop les moyens, donc on s'est dit, on va essayer d'utiliser les matériaux qui nous coûtent le moins cher possible. Donc, dont la terre, la bois du terrain, enfin, tout ce qui nous entoure. On a réussi à faire le salon à Marie comme ça. Une fois qu'il a été construit, ça m'a donné un élan, en fait, à se dire, tiens, non, j'ai réussi à faire ça, on peut peut-être aller encore plus loin, et de ce petit hameau de nature qu'on a créé à Trébeuf, c'est plutôt notre point fort. Nous, ici, les gens qui viennent, souvent, donc, ils sont là la semaine, ou des fois, ça peut arriver même au mois. Ouais, on leur prête des vélos, Et ils y ils vont. dans le bourg, à l'épicerie, ça, c'est vachement Finalement, bien. ils participent à leur manière quand ils viennent nous voir, donc tout ça, c'est un cercle, un cercle cohérent, en fait. On est là depuis avril. Ouais, ça fait 6 mois. Les vaches sont arrivées au mois de mars et nous on a emménagé au mois d'avril. Et ça faisait 3 ans qu'on cherchait à s'installer. Et donc au début on cherchait plutôt au nord du département. Et puis l'installation est un parcours long et compliqué et plein de surprises. Et on a fini par, on a eu plusieurs projets d'installation mais qui sont pas allés au bout. Et on a fini par élargir en fait notre champ de recherche. Et puis on est tombé sur l'annonce de Bernard. Et en fait, ça a été un coup de cœur. On a eu surtout 3 opportunités. Et à chaque fois, c'était des fermes quand même assez conséquentes et qui, par rapport à ce que nous on voulait faire, c'était pas, ça correspondait jamais totalement. Mais bon, on se disait, il faut prendre ce qu'il y a, quoi. Et donc, c'était surtout des outils de travail. Et quand on est arrivé ici, c'était vraiment mais en fait, et on venait de se dire, on venait d'avoir un gros coup dur justement sur une ferme où du jour au lendemain, le cédant a retourné sa veste et nous a dit, finalement, je ne vends plus. Et on est arrivé et on s'est dit, là, c'est fini. La prochaine, c'est une ferme qui nous ressemble. C'est une ferme vraiment qui correspond à ce que nous on veut. Et on est arrivé ici et franchement, ça a été le coup de cœur, quoi. Ouais. Direct. Mais c'est exactement ce genre de ferme dans lequel on se projetait. Nous, ce qui nous a plu ici, c'est alors déjà c'est idiot, mais moi je suis originaire de Haute-Savoie et du coup j'aime bien le relief. Et en fait, on est arrivé par en bas, on est arrivé par la vallée de Senou et juste la petite côte. Et déjà je fais c'est chouette, on monte et on a une belle vue, on a une vue dégagée, ça faisait déjà plaisir. Et puis après, c'est vraiment les haies. En fait, quand on descend de l'autre côté, donc de l'autre côté de la colline vers le ruisseau des Bruyères, les haies ont été vachement bien préservées. Il y en a de tous les âges. Et du coup, ça donne un côté très, c'est bocagé, c'est un côté bucolique et naturel que je n'imaginais pas. Pour moi, ici, effectivement, le secteur de Bain de Bretagne, c'était plutôt des grands champs ouverts et plutôt plats. Et on a été surpris, en fait, en arrivant. On n'imaginait pas ça dans ce secteur-là. Hors du milieu agricole, de ce qu'on projette et ce qu'on imagine de ce que c'est une ferme. Et puis au fur et à mesure des stages et de traîner, de se confronter au milieu, de se rendre compte que la réalité, elle est pas exactement, c'est pas comme dans les bouquins. C'est pas comme dans les bouquins, quoi. Et ça a été aussi, c'est ça qui a aussi redirigé, que maintenant on se retrouve avec des vaches. Jamais On aurait eu l'idée.
Là, la première phase, c'est donc les vaches, donc vache allaitante, donc vache à viande, pour faire du bœuf. Et donc du bœuf à l'herbe, on les nourrit que à l'herbe. Et au foin. Et au foin. Mais l'idée serait de faire que de pâturage et du foin. Et ensuite donc un atelier cochon en plein air. Et dans la deuxième phase, on plante un verger cet hiver et c'est de faire du coup les fruits et la confiture et les sirops. Voilà. Et puis après, pour lier tout ça, c'est que de la vente directe. Donc avec un petit peu d'accueil pour faire le lien et C'est tout ça aussi, c'est ouvrir la porte, c'est dans l'esprit de maintenant, et je pense qu'il y en a beaucoup aussi, on est beaucoup à vouloir ouvrir la porte de la ferme aux personnes, et au-delà de la ferme, ouvrir la porte de, venez voir comment aussi tout ça se goupille dans la nature, et comment on parle là tout le temps de remettre l'agriculture au milieu de la nature. C'est ça qu'on on a envie de participer, quoi, de chercher aussi à. On dit pas que nous c'est la solution, mais on dit que nous on a envie d'y participer et d'essayer nous aussi de trouver des trucs qui fonctionnent, des systèmes qui se passent bien, quoi. C'est le hasard en fait qui nous a amenés jusqu'ici parce que Nicolas a découvert en fait le moulin sur internet. Puis voilà, puis de fil en aiguille, on est arrivé ici. Oui, on cherchait pas particulièrement un moulin ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment tombé un petit peu comme. Ouais, on n'avait jamais été voir autre chose dans l'idée d'acheter. Et en fait, On n'avait pas l'idée d'acheter déjà non plus. Ouais. Pas du tout. On voyait bien qu'on pouvait avoir aussi peut-être un projet de vie, même si le mot paraît important, mais il y avait le cadre, le paysage qui est vraiment magnifique. Nous qui aimons les belles bâtisses avec de l'histoire, on se disait là il y a tout un lieu aussi peut-être à retracer, même si les anciens propriétaires avaient fait déjà pas mal de choses. Comme ça qu'est venue après ensuite l'idée du gîte. Oui, après c'était le coup de cœur aussi pour le lieu, hein. Là, le bâtiment était beau, mais le lieu aussi est vraiment très sympa, quoi. On peut vivre avec les saisons, on vit avec le rythme de l'eau aussi. Donc, c'est bien. On prend Au printemps on est réveillé par les oiseaux et l'hiver par le déversoir. On vit vraiment avec la nature, hein. Quand il y a les inondations, on se réveille et c'est tout est inondé partout, les petits îlots, mais en fait on sort à la fenêtre et on a l'impression un peu d'être un bateau autour de l'eau, quoi. C'est sympa. Ça servait, t'avais un bras comme ça, et avec des tiges métalliques là, qui servaient à venir manipuler la meule movible qui est dessus. Et en dessous, t'as la meule fixe. Donc quand t'as tous les systèmes d'engrenage là qui fonctionnent, et normalement c'est la meule movible qui est dessus qui tourne. Là ici on est à Trébeuf. Ici on est à RC, et voilà. Et donc là c'est le bras usinier qui fait la différence entre les deux communes. Donc là derrière on était, c'est le bras usinier. Donc quand les vannes s'ouvrent, ça fait tourner la roue. Et ça ce sont les vannes de décharge. Quand il y a trop de débit d'eau, on doit les ouvrir. Donc là elles sont fermées. Et souvent l'hiver on les ouvre. Donc là on arrive sur le déversoir. Déversoir en pierre. A priori la pierre elle a été extraite de la falaise là-bas, qui servait de carrière, qui a servi d'ailleurs à construire tout le hameau. Il y avait un pont dans les années 1800, on peut le voir sur la carte de Napoléon. Il y avait un pont qui partait en dessous du canoë que l'on voit là-bas, et qui devait traverser, et si tu veux, venir en contrebas, là où l'eau sort du petit bras. Là. Le déversoir, avant, il était à ce niveau-là. Avant, c'était dans les années 1800 que j'ai retrouvé des lettres aux archives départementales d'Ille-et-Vilaine. Il était plus haut, et du coup, ça générait des inondations. Il a dû à diminuer la hauteur du déversoir. Et donc là, on voit bien, voilà la hauteur. Et t'as la même chose là-bas. Un arbre qui est très joli parce que ensuite les feuilles deviennent toutes jaunes. Ça fait un tapis. C'est magnifique en automne. Et pour la petite histoire, le ginkgo, donc c'est un arbre asiatique. Et en fait, a priori, ce serait un des seuls arbres qui aurait survécu à la bombe d'Hiroshima. Il ne restait plus rien, mais quelques ginkgos.
On a acheté ici en mars 2021. On a fait un peu de travaux, mais ça va prendre son temps parce que la maison n'a pas été retapée depuis 40 ans. On va prendre gentiment le temps qu'il faut pour faire ça bien. Et du coup, on attendait déjà Frida quand on est arrivé là. Et on avait le projet de faire un accouchement à domicile parce que moi déjà ça me semblait logique. Enfin, tout simplement. On a décidé de venir dans le coin parce qu'on voulait habiter dans le sud de Rennes plutôt parce qu'on a beaucoup d'amis dans le coin. On a des amis à Trébeuf, on a des amis qui sont aussi à Auteuil de Bretagne, à Couëme, et un peu plus de l'autre côté aussi, vers Péchatel, Saint-Malo-de-Filly. Donc Trébeuf, c'était super, c'était au milieu de tout ça. Et puis on a craqué pour la maison aussi, tout simplement. Ouais, on a vraiment eu le coup de cœur pour la maison, le lieu, la nature tout autour là. Moi, j'avais envie d'un endroit où je puisse travailler mes pièces de théâtre et le yoga aussi, et pouvoir être tranquille. Et ici, on est vraiment dans un endroit où on a que les oiseaux en bruit de fond, donc c'est chouette. Pareil, moi je suis musicien et on fait beaucoup de répétitions ici avec mes groupes et au moins on n'a pas de problème de voisinage. On est bien à la Cambrousse ici, c'est cool. Mais c'est positif, hein, Cambrousse. Moi, ça peut pas être péjoratif parce que je viens de l'Orne, dans un village de 100 habitants. Donc ici, pour moi, c'est la ville, hein, déjà. Puis on avait envie de venir avec nos animaux, nos poules et tout ça, donc on avait besoin d'un coin tranquille pour elles aussi. En fait, on a eu tout de suite des contacts de lieux vraiment très chouettes. Le marché le jeudi soir à RC, la Boulange aussi, qui est une petite maïko qui fait du pain pas très loin. À l'Alleu. À l'Alleu. Plein de plans comme ça de gens qui avaient des chouettes initiatives dans le coin. Et voilà quoi, ça a été assez simple de développer des contacts avec des gens cool.